Thierry Volton, vous avez beaucoup écrit sur le communisme, y compris sur la Russie. Votre thèse est que le communisme du XXe siècle, tel qu'il était, il est déjà mort et bien enterré. Mais je m'intéresse à ce qu'il laissait derrière lui. La Russie d'aujourd'hui est-elle par exemple un produit de communisme? Oui et non. Non, dans le sens où il n'y a plus ce système communiste avec un parti unique, même si Russie Unie n'est pas un parti. Mais enfin, il y a d'autres partis. Il y a le parti communiste en Russie. Il n'y a pas une idéologie unique, même si évidemment il y a un contrôle terrible de l'État sur l'information, etc. Mais on peut pas dire qu'on est dans le même système, si je puis dire, que le système communiste classique, avec un secrétaire général, un comité central, un bureau politique, etc. Ça fonctionne plus comme ça. Donc de ce côté-là, non. Maintenant, oui, dans le sens où effectivement il y a des réflexes. Donc nous sommes plutôt dans une société post-communiste. Il y a des réflexes puisque Poutine se comporte comme se pouvait éventuellement se comporter Brejnev, Khrouchtchev, etc. Pas Staline quand même, enfin quoique, puisqu'il y a quand même des meurtres, il y a quand même des choses comme ça. C'est vrai que la respiration démocratique est très faible, mais elle existe encore dans le sens où c'est grâce à la période Helsinki qui a réussi à casser, si je puis dire, ce système pendant 2-3 ans. Après, tout est revenu dans l'ordre, mais enfin entre 1991 et 1993, disons, c'est là où tout a été ouvert et il reste encore un peu de ce souffle-là en Russie. Mais de fait, les comportements, la façon, l'utilisation de l'histoire, on peut en parler évidemment, et de la Grande Guerre patriotique, n'est-ce pas, le poids idéologique de la formation des esprits qui a existé jusqu'en 91 et qui a été repris dans une certaine mesure après l'arrivée de Poutine en 2000, fait que, si vous voulez, il y a un état d'esprit post-communiste, d'abord d'obéissance, de révérence par rapport au pouvoir, d'obéissance par rapport au pouvoir. Tout ça, ce sont des réflexes, je dirais, qui sont hérités de 80 ans de passé communiste. Donc, voilà. Maintenant, Poutine lui-même, en tout cas je le pense, je n'ai pas discuté avec lui, et d'ailleurs je ne souhaite pas discuter avec lui, ça ne m'intéresse pas vraiment. Poutine, je ne crois pas, n'est plus communiste. Je pense par contre, il a pris à son compte et développé ce tropisme-là, qu'est le nationalisme. Je m'explique. Pour que vous compreniez ma démonstration. J'ai toujours pensé que les pays communistes, quels qu'ils soient, c'est vrai pour la Russie, bien pour l'Union soviétique, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour Cuba, c'est vrai, etc. Pour tous les pays qui ont été communistes, à un moment donné, l'idéologie communiste, évidemment, ne fonctionnait plus dans le sens où le peuple s'apercevait que ça ne pouvait pas marcher, que le paradis qu'on leur proposait, c'était pas vrai. Donc, les régimes, en général, ont adjoint à cette idéologie le nationalisme, qui est un puissant moteur, un très puissant moteur, un poison, je dirais d'ailleurs, même des peuples, un puissant moteur pour faire cohésion autour du pouvoir, compte tenu du fait que le communisme avait perdu son attrait, si je puis dire, son intérêt. Donc, le communisme ayant disparu en Russie, il est resté le nationalisme, qui était la deuxième béquille, la deuxième jambe, si je puis dire, du système. Et donc là-dessus, Poutine, et on le voit aujourd'hui avec cette guerre et avec l'instrumentalisation de la Grande Guerre patriotique, la pseudo-nazification, dénazification de l'Ukraine, etc. Donc c'est une idéologie de remplacement, si je puis dire, ou de substitution, qui fait que finalement ça marche pas mal, puisque d'après ce que l'on sait, maintenant il faut s'en méfier, parce que l'information est quand même très filtrée, ça marche assez bien du côté du peuple. L'un des problèmes laissés par le communisme concerne en fait les nouvelles identités post-communistes et les nouveaux narratifs nationaux, si vous voulez, des pays de l'ancienne Union soviétique en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue en Russie et en Ukraine? Alors, c'est assez compliqué parce que dans le sens où, d'abord, il faut savoir que le contentieux on l'oublie trop souvent, et particulièrement en Occident, je dois dire, qui méconnaît totalement cette histoire, parce qu'elle a été mise de côté, elle a été mais dans les poubelles de l'histoire, si je puis dire. On méconnaît le contentieux gigantesque qu'il peut y avoir entre l'Ukraine
et la Russie sous le communisme. On oublie l'Holodomor, hein, on oublie les 5 à 6 millions, on ne sait pas exactement, de morts de faim. On oublie les Tatars de Crimée, bien sûr, qui ont été déportés massivement de Crimée. On oublie aussi que cette famine instrumentalisée par Staline a été doublée d'une politique d'éradication culturelle, ça s'est jamais dit. Donc de ce côté-là, il y avait un côté absolument génocidaire de cette politique. Il a existé une cantine ukrainienne. Exactement, exactement. Donc tout ça, c'est un contentieux gigantesque qu'on a complètement oublié et en Occident, j'entends. Et tout d'un coup, on se réveille et se dit et alors d'autant plus que Poutine, au nom d'un nationalisme grand russe, pour appeler ça comme ça, ou d'un impérialisme grand russe, dit finalement l'Ukraine ça n'existe pas, c'est le petit cousin avec la Biélorussie, etc. Tout ça, c'est un ensemble russe. Bon, donc finalement, il gomme aussi lui-même cette histoire. Les Occidentaux, qui ne connaissent rien de cette histoire, parce qu'ils l'ont pas vu au moment où ça se passait, et ils l'ont oublié depuis, donc se réveillent en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de résurgence ou de résistance, plus exactement, parce que finalement, ce qui surprend le plus, c'est pas tant l'invasion. C'est la résistance ukrainienne qui surprend. Parce que tout d'un coup, ils résistent. Et puis, ils résistent drôlement bien, parce qu'ils sont en train de ils ont mis en échec, honnêtement. Moins maintenant, mais enfin, parce que le front s'est réduit, si je puis dire. Mais à l'origine, il est clair que Poutine voulait absolument envahir en 3 jours. C'était son objectif. Il pensait qu'en 3 jours, ça serait réglé. Hein, bon. Donc, ils ont mis en échec. Donc, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces Ukrainiens qui sont capables de lutter pour leur terre? Parce que, évidemment, parce que les gens avaient les ignorants, si je puis dire, avaient dans leur pensée, dans leur mémoire, que finalement, c'est vrai que cette terre, là, centrale entre la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, tout ça, ce sont des gens qui parlent grosso modo la même langue, qui ont la même origine, le même berceau, etc. Donc on pouvait pas comprendre, parce qu'on peut pas comprendre si on ne connaît pas le contentieux du XXe siècle, on peut pas comprendre aujourd'hui la chose. Donc voilà, c'est si je puis dire, c'est aussi le résultat de cette politique-là. Ce dont on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire cette résistance remarquable de l'Ukraine, est le résultat de cette politique criminogène, je pourrais dire, qu'a menée l'Union soviétique contre ce peuple dans les années 30. Et même les ethniques russes, ils résistent aux occupations de la Russie maintenant. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a un retournement incroyable, parce que même dans le Donbass où il y a les russophones sont très forts. Mariupol, oui, bien sûr. La majorité exactement. Et bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est intéressant. Donc cette espèce de mémoire que eux ont dans leur qu'ils ont vraiment dans leur tête, si je puis dire. Voilà. Finalement, casse le projet. C'est finalement la meilleure antidote contre Poutine, finalement, cette espèce de mémoire commune ukrainienne, ukraino-russe, si je puis dire. Parce que évidemment, ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que cette famine a particulièrement frappé les Ukrainiens, mais elle a frappé tous les peuples autour aussi, etc. Oui. Hein, je veux dire, au total, on parle des morts ukrainiens, mais au total, on est à 7 à 8 millions de morts si on élargit dans les pays aux alentours. Oui, et il est le seul phénomène génocidaire de communisme reconnu comme génocide. Ah, moi je suis pas sûr que je suis pas vraiment il est reconnu pas par tout le monde, excusez-moi. Oui. Vous êtes très optimiste là. Je crains malheureusement que les Occidentaux, je parle de l'Europe occidentale, pas l'Europe élargie, je parle de l'Europe, le noyau français, allemand, italien, etc. Quoi, un génocide? Vous parlez de quoi là? Il y a qu'un seul génocide qui existait au monde, en Europe, c'est le génocide des Juifs. Mais maintenant, il y a ce débat si ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est génocidaire ou non. Le président Emmanuel Macron, par exemple, recommande prudence. Oui. Alors c'est plus compliqué. Là, je reconnais que moi aussi, je serai prudent parce que, vous savez, il faut faire attention à l'utilisation des mots. Oui. C'est très très important. Moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on banalise, par exemple, le terme de totalitarisme. Le totalitarisme, ça correspond à vraiment quelque chose de très précis dans l'histoire, d'accord? Hein, ça existe qu'au XXe siècle. C'est ce qu'a été le communisme et le nazisme, d'accord? Voilà. Le fascisme, c'est déjà un tout petit peu autre chose. Donc, banaliser les mots, c'est toujours très dangereux parce que ça relativise les malheurs et les crimes, si je puis dire. Alors,
Je ne serais pas pour dire, honnêtement, aujourd'hui, qu'il y a une politique génocidaire en Ukraine. Je pense que c'est exagéré. On verra peut-être au résultat. Je veux dire, peut-être que dans 3 ans, lorsqu'on fera le bilan de ça et que on s'apercevra qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont été tués parce qu'ils étaient ukrainiens pour des raisons, etc. Et qu'il y a une volonté d'éradiquer le peuple ukrainien. Là, peut-être qu'on pourra juger de la chose génocidaire. On dira que c'est génocidaire. Mais à l'heure qu'il est, on est dans une guerre, je dirais, malheureusement classique, de type deuxième guerre mondiale, je dirais, de type, on est reparti 70 ans en arrière avec des tanks, des bombardements, des choses comme ça. Bon, où il y a énormément de dégâts, hein, contestablement, il y a énormément de civils qui meurent, c'est évident, hein, mais dans la Seconde Guerre mondiale aussi, il y a eu énormément de civils, et c'est pas uniquement les Allemands qui ont fait des morts, hein. Je dirais, les Anglais, les Américains, lorsqu'ils bombardaient à 10 000 mètres d'altitude des villes entières, il y avait plein de civils qui étaient morts, hein. Donc c'est malheureusement le prix de la guerre, classique, j'entends. Hein. Donc, ça c'est les crimes il y a que les crimes de guerre. Il ne faut pas confondre le crime de guerre et le crime génocidaire. Ce sont aussi 2 catégories bien différentes. Le crime de guerre, c'est évidemment s'en prendre aux civils, c'est tuer un passant qui râle et pouf, je le tue. Ça, c'est un crime de guerre. Le génocide, c'est une volonté d'éradiquer le peuple. Hein. Donc, on est dans des crimes de guerre, incontestablement, avec des viols, etc. Ça, c'est sûr. L'armée russe se comporte criminellement et j'espère que lorsque ce conflit sera terminé, je pense malheureusement que ça ne sera pas le cas, mais enfin on peut toujours espérer. J'espère qu'il y aura effectivement des gens qui vont être traduits devant des tribunaux, hein, et qui vont être condamnés pour crimes de guerre. Et le premier d'entre eux, évidemment, Vladimir Poutine. C'est pour ça que je pense que je me fais des illusions. Mais bon, on peut toujours espérer, hein, parce que oui, il y a des crimes de guerre, incontestablement, ce qui s'est passé à Boutcha, et puis on sait tous les viols et tout ça. Ça, c'est des crimes de guerre. Bon, mais pour l'instant, on n'est pas dans un cadre de crime génocidaire, à mon avis. Pourquoi vous pensez que Vladimir Poutine s'est trompé tellement? Parce qu'il était sûr qu'il va vaincre l'Ukraine en 3 jours. Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui ont joué. D'abord, il s'est trompé parce qu'il était mal informé. Pourquoi il était mal informé? Parce qu'il est un dictateur. Donc quand on est un dictateur, on est toujours mal informé parce que les gens qui vous informent, ce sont les gens qui vont dans votre sens. Parce qu'on a tellement peur du dictateur qu'on lui dit « Mais oui, vous avez raison, oui, bien sûr, vous avez raison. » Et d'ailleurs, on apporte des éléments et des informations qui donnent raison au dictateur. Donc, il est incontestable que, à mon avis, Poutine a déclaré cette guerre avec des informations qui étaient fausses, qui étaient en tout exagérées. On lui avait sans doute dit, son état-major, c'est les Ukrainiens, on va leur faire en 2 jours, c'est fini. Kiev, Zelensky représente rien, il va fuir comme Ivanchenko, il va aller se réfugier en Pologne, voilà, et il va laisser la place libre, et on pourra mettre un fantoche à sa place. Première chose, première erreur qui vient de là. Et donc totalement mésestimant totalement la résistance ukrainienne. La deuxième erreur qu'a fait Poutine, et j'avoue que là, moi-même, ça a été plutôt une surprise agréable, si je puis dire, c'est la réaction de l'Occident. Parce que Poutine se basait, et avec juste raison, je dois dire, là-dessus il avait raison, il aurait tort de ne pas spéculer là-dessus, en tout cas, avec ce qui s'est passé en Afghanistan. En Afghanistan, nous avons fui, je dis nous, parce que c'est le cas des Français, des Américains, des Anglais, etc. Nous avons fui comme des lâches. Je dis bien, hein, je sais que c'est fort ce que je dis, mais on a fui comme des lâches, laissant les talibans mettre les situations. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les femmes afghanes sont en train de le payer. Personne ne parle plus, c'est fini. On a mauvaise conscience de toute façon. Comme toujours, quand on a mauvaise conscience, on met un couvercle dessus. Hein, donc c'est classique. Voyant cette débandade occidentale en Afghanistan, j'ai dit bon, je vais faire de l'Ukraine une bouchée en 3 jours. L'Occident n'aura même pas le temps de réagir. Et puis, de toute façon, ils vont se dire on va pas se battre pour Kiev. Hein, voilà. Donc, mais alors, ce qui a sauvé le tout, c'est la résistance ukrainienne en vérité. Parce que si évidemment il avait réussi son coup, c'est-à-dire si en 3 jours il avait réussi à prendre Kiev et Zelensky était parti, les Occidentaux n'auraient pas bougé. Aurait fait une protestation, il y aurait à l'ONU, c'est pas possible, des tentatives. Je suis Ukraine, c'est tout. Exactement, nous sommes solidaires, il y aurait quelques manifestants, etc. Et puis 2 mois plus tard, c'était terminé. Bon, ce sont finalement les Ukrainiens qui ont c'est le peuple ukrainien qui a tout fait dérailler. Et honneur à lui, si je puis dire, honneur à lui, parce que pourquoi honneur à lui? Parce que il a réussi, ce peuple ukrainien, à enfin
a enfin décelé, c'est ouvert les yeux des Occidentaux sur ce qu'était Poutine. Parce qu'il est quand même incroyable, en tout cas moi c'est quelque chose qui me surprend, il est quand même incroyable que cet homme a construit en 20 ans un régime fort, dictatorial, qu'on l'a reçu avec les honneurs incroyables, tapis rouge, G20, G7, Monsieur Macron dans la résidence d'été de Brégançon, etc., comme si c'était un être normal et avec qui on pouvait discuter, oubliant son passé, oubliant qu'il était un homme du KGB, oubliant qu'il appartenait à une institution criminelle, je dis bien criminelle, sans doute la plus grande organisation criminelle du monde occidental. Hein, je pèse mes mots parce que je sais qu'il y a l'Allemagne nazie à côté, hein, mais il faut savoir que le KGB c'était à la fois la Gestapo, l'Abwehr et les SS, c'est-à-dire une police politique, un service d'espionnage et un corps d'élite. C'est-à-dire ils avaient les trois à la fois. Donc ce système KGBiste est un système, c'est eux qui ont du sang jusqu'au bout des oreilles, venant de cette institution, si je puis dire. Poutine ne pouvait être que ce qu'il est. Évidemment. Mais ça encore une fois, comme vous avez dit tout à l'heure, on a mis un couvercle dessus et on l'a traité comme si c'était un être normal. Bon. Donc, cette situation, cette guerre a enfin ouvert les yeux des Occidentaux, peut-être pas pour longtemps, malheureusement, mais enfin, en tout cas, à l'heure ils sont encore ouverts, à l'heure où nous parlons, a enfin ouvert les yeux des Occidentaux sur ce qu'était Poutine et justement le fait qu'il n'y a jamais eu de travail, parce que ça aussi c'est un autre aspect des choses qui est très important, c'est que les Occidentaux, c'est-à-dire les démocraties, pour faire simple, n'ont pas cherché à comprendre, n'ont pas cherché à juger. Je dis pas juger, de mettre des gens devant un tribunal avec des juges, mais de réfléchir, de juger moralement ce qui s'est passé sous le communisme en Union soviétique. C'est enfin une histoire qui a été oubliée. Ouais. Et comme vous savez, il y a une expression en français qui dit: lorsqu'on chasse quelqu'un par la porte, il rentre par la fenêtre. Ouais, bon, nous voilà. avons la même. Bon, voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, on a chassé le passé communiste par la porte. On n'a pas voulu en parler. Hein, tout a été oublié. Hein, et même en manque de chance, il revient par la fenêtre avec justement cette guerre en Ukraine. Et les yeux d'Occidentaux, vous pensez qu'ils restent ouverts? Alors. J'aimerais le croire. Malheureusement, je pense que les Occidentaux sont installés dans les peuples occidentaux. Je parle même pas je parle des chefs d'État bien sûr, mais les peuples occidentaux sont installés dans une espèce de confort et d'isolement et d'égoïsme incroyable. Mais tous les peuples en général, d'ailleurs, les réseaux sociaux et tout ça n'aident pas honnêtement à tout ça, hein, parce que les gens sont enfermés sur leur petit iPhone, tac, 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 sur leur petit nombril, tac, tac, tac. Je raconte ma petite vie, tac, tac, tac. Et ce qui se passe ailleurs, ça m'intéresse pas beaucoup. Tout ça, ça a une influence considérable sur l'état d'esprit des gens, donc des peuples en général. Donc, ce dont j'ai peur, c'est que on se lasse très vite. Ça commence déjà à l'heure où nous parlons, aujourd'hui où nous parlons, ça commence déjà, on se lasse très vite de cette guerre. Au début, on dit « Oh ouais, bravo, ouais, les Ukrainiens, allez-y, etc. » Aujourd'hui, les Ukrainiens, calmez-vous un peu, parce que franchement, il faut qu'on arrête un peu tout ça. Ça va coûter très cher, il y a les sanctions, il y a le grain, il y a les famines qui sont... Bon, etc., etc. Ce qui est vrai d'ailleurs, honnêtement, on peut pas le nier, que ça va avoir un coût assez fort sur le reste du monde. Bon, mais à cause de ça, si je puis dire, je crains honnêtement que les yeux des Occidentaux qui se sont ouverts sur ce qu'était véritablement le régime de Poutine, eh bien, arrivent à ce qu'on appelle un gentleman agreement en anglais, n'est-ce pas, une espèce de géopolitique classique d'État à État, ou dans lesquels les peuples n'ont plus grand-chose. La realpolitik, dans lequel les diplomates adorent nager en realpolitik, c'est-à-dire qu'on s'occupe des intérêts d'État, des intérêts de nation, mais certainement pas des intérêts des peuples, hein, qui n'existent plus. Donc malheureusement, j'ai peur que le peuple ukrainien fasse les frais de ce confort, de cette espèce de volonté d'arrêter ce conflit qui risque de coûter très cher au reste du monde. Vous avez beaucoup écrit aussi sur le KGB, sur le système de Poutine. Votre premier livre traduit en roman, c'est sur le KGB. En fait. Comment voyez-vous le rôle de FSB aujourd'hui? Qui contrôle qui? D'abord, alors je pense fondamentalement que le KGB
était la structure, le squelette du système communiste. C'est ce qu'il tenait, le système communiste. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour la Securitate, j'entends bien. Hein. En vérité, c'était les polices secrètes qui étaient le squelette, c'est-à-dire, sur le squelette, il y a de la chair, il y a des nerfs, il y a tout ça qui font, mais c'est eux qu'il faut qu'on tienne debout. Là. Le squelette, c'est ce qui nous permet d'être debout. C'est l'ossature, comme on dit. Hein. Bon, comme dans un bâtiment, il y a du béton armé. Bon, voilà, c'était ça. Lorsque le système s'est écroulé, en Union soviétique, en 1991, il est resté les structures du KGB, d'accord? Donc, et d'ailleurs la preuve, c'est que le KGB va prendre le pouvoir avec via Poutine, qui n'est qu'un porte-parole à ce moment-là. En tout cas, on pourrait presque dire un homme de paille. Il est devenu ensuite de lui-même, le pouvoir l'a construit, j'entends bien. Mais à l'origine, moi, je suis excessivement, je me souviens très 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 bien, et j'aimerais qu'on repasse ça dans les télévisions parce que c'est tellement parlant. Je me souviens très bien de lorsque Poutine a été élu pour la première fois en 2000, et arrivant au Kremlin, dans les salles du Kremlin, la salle Saint-Georges, etc., les portes qui s'ouvrent avec ses gardes, etc., Poutine avait l'air d'un tout petit garçon. Mais regardez-le, je vous assure, si vous trouvez ça sur YouTube, et vos auditeurs le trouveront, et vos lecteurs le trouveront, on trouve ça sur YouTube, c'est incroyable comme il a l'air d'un tout petit garçon écrasé par l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, il s'est construit lui-même, et incontestablement en 20 ans, et maintenant il est plus écrasé par l'histoire, il fait l'histoire, c'est différent. Bon, donc, en tout cas, le KGB était resté la structure du système, et donc, de fait, le FSB a pris l'héritage de tout ça. Alors, vous me dites, qui commande? Poutine est arrivé au pouvoir avec un objectif précis, qui était d'ailleurs les objectifs de ce qu'on appelle les Siloviki, c'est-à-dire qu'il fallait remettre de l'ordre. Incontestablement, la Russie, entre 1991 et 1998, particulièrement dans la deuxième partie du mandat de Helsinki, de 95 à 99, c'était le Far West. Dans la première partie, ça a été le Far West. Tout le monde s'est pris moi, je te prends Gazprom, je te prends le Lukoil, etc. Moi, je te prends le nickel, etc. C'était vraiment chacun bon. Et puis ils ont commencé à se taper un peu dessus. Puis il y a des clans qui sont construits. Helsinki est devenu prisonnier de ces clans. N'oublions pas que l'élection d'Helsinki de 95 est totalement une volonté des oligarques. C'est eux qui ont tout financé. Je veux dire vraiment de A à Z cette campagne. Bon, donc les oligarques tenaient le pouvoir, honnêtement. D'accord? Donc ça, le KGB, les héritiers ne voulaient pas de ça, évidemment, parce que les oligarques, c'était pas tout à fait eux, même si certains étaient d'eux. Faut pas se faire d'illusions. Hein, ils avaient été, d'ailleurs, ces oligarques avaient été mis au pouvoir grâce au FSB quelque part. Hein. Ils avaient, comme on dit, mis le pied à l'étrier. C'est une expression française, mis le pied à l'étrier. Bon, donc, mais ils avaient oublié les oligarques à qui ils devaient leur pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Poutine s'est chargé de leur rappeler que leur pouvoir, il le devait au KGB. Il a changé les oligarques. Exactement. Il a éliminé certains d'entre eux qui avaient pris trop d'indépendance, Khodorkovsky par exemple et d'autres. Berezovsky. Oui, Berezovsky bien sûr. Khodorkovsky qui était en prison. Voilà. Bon, donc ceux qui avaient pris trop d'indépendance, éliminés. Les autres se sont évidemment compris la leçon. Ils se sont dit bon, on va continuer notre business, mais on va surtout pas s'occuper de politique. Et on en est aujourd'hui dans cette situation-là. Aujourd'hui. Donc, alors, qui commande qui? Incontestablement, les Siloviki commandent tout. Hein. Les oligarques ne sont qu'aux ordres de ces gens-là. Ils craignent pour leur vie, puisque, comme vous savez, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont morts d'une façon assez étrange ces derniers temps. Ils craignent pour leur... Bon, évidemment, ils sont obligés quasiment de soutenir cette guerre, même si ça leur coûte très cher pour certains d'entre eux. Hein. Mais ils se disent, pour l'instant, on est dans un statu quo. Ça ne veut pas dire que ça va changer, ça changera pas, parce que il peut y avoir des intérêts économiques qui vont faire que Poutine va commencer à devenir gênant, peut-être, j'en sais rien. Il peut y avoir des coalitions qui peuvent se faire entre certaines forces économiques, certaines forces militaires, parce que cette guerre-là coûte cher au point de vue homme et au point de vue matériel, etc. Donc, il n'est pas sûr que l'armée russe soit très enchantée de mener cette guerre. Hein. Dans ces comptes, il y a quand même des jeunes hommes qui reviennent, il y a des morts. Il y a des mères qui pleurent, etc. Donc, et vous savez bien que ça joue un rôle important dans la chute de l'Union soviétique avec l'Afghanistan. Donc tout ça, ce sont des choses qui se passent pas du jour au lendemain, j'entends bien, mais qui prennent un peu de temps, mais qui se mettent en place, qui font que je suis absolument convaincu, à l'heure où je parle, que Poutine a ses heures comptées. Alors, ses heures comptées, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans, je ne sais pas quand, mais bon.
Oui, je pense qu'il disparaîtra. Je sais pas de quelle façon. Peut-être assassiné, peut-être qu'il aura une maladie tout d'un coup assez fulgurante. J'en sais rien. Peut-être qu'il aurait une indigestion. J'en sais rien. Bon, mais à un moment donné, il va disparaître parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont en jeu. J'en suis intimement convaincu. Ça ne veut pas dire que ça sera mieux après. Ouais, J'entends bien. Mais ça ma question. non. Ça veut pas dire parce que ceux qui viendront derrière auront été formés à la même école, à la même chose. Bien sûr, je me fais pas d'illusions. Mais le seul intérêt de cette opération-là, c'est que ça permettra à la Russie de rebattre les cartes. C'est-à-dire que là, Poutine est enfermé dans une logique qui est la sienne, dans laquelle il ne peut pas sortir sans se dédire, hein, sans se perdre la face, comme disent les Chinois. Hein. Bon, donc Poutine disparaît. Un nouveau arrive, il n'est pas dans les mêmes promesses, dans les mêmes idéaux, promesses de Poutine, et donc il peut rebattre les cartes, et ça peut éventuellement apporter un statu quo à cette guerre. Parce que, on a parlé d'une possibilité de trahison des Occidentaux par rapport à l'Ukraine tout à l'heure, au début de l'interview, mais qu'est-ce que vont faire les Ukrainiens dans tout ça? Est-ce qu'ils vont se laisser faire? Moi, je ne crois pas. Parce que je pense que désormais, le réveil du nationalisme ukrainien, qui est pour une fois un bon nationalisme, parce qu'il existe des bons nationalismes, quand même, soyons clairs, il est souvent très mauvais, mais il peut être très bon. Hein. Donc le réveil du nationalisme ukrainien va durer, et que même s'il y a une paix imposée au nom de la géopolitique, etc., de la réelle politique dont on a parlé, c'est pas sûr qu'il n'y aura pas des incidents perpétuels, comme il existait avec le Donbass avant cette guerre. Hein. Donc, il va y avoir toujours un espèce d'abcès de fixation au cœur du continent européen, hein, qui peut être dangereux et qui peut pourrir à long terme, gangréner, si je puis dire, les choses. Donc, on va peut-être obtenir dans un court terme, avec pression sur les Ukrainiens pour qu'ils arrêtent la guerre, une espèce de cessez-le-feu, statu quo pour sauver le reste du monde, la famine, etc., etc. Mais ça changera pas le problème à long terme. Vous voyez un successeur maintenant pour Poutine? Qui peut? Ah non, ça j'ai aucune idée. Alors je sais pas qui. En tout cas, ça sera forcément un homme qu'on connaît pas maintenant. J'en sais rien. Peut-être que c'est ça le problème. Oui, oui, ça sera peut-être comme Poutine, on le connaissait pas. Enfin, ça dépendra. On fera peut-être. Il y aura peut-être, j'espère, encore une fois, je suis optimiste, on aura peut-être tiré les leçons de notre innocence, enfin pas de la mienne en tout cas, ni de vous particulièrement, mais de l'innocence des chefs d'État occidentaux qui décidément ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir. C'est-à-dire qu'au moment où Poutine est arrivé, on a oublié qu'il était du KGB, etc. Donc ça peut-être que cette leçon-là servira et qu'on regardera un peu mieux le pédigré, le curriculum vitae du successeur de Poutine, et qu'on se dira bon, attention, voilà. J'espère en tout cas. Dans votre trilogie sur le communisme, vous parlez sur les victimes, les bourreaux et les complices. Qui sont maintenant les complices? Comment voyez-vous par exemple la Chine? Ah, vaste sujet. La Chine est incontestable. D'abord, je vais vous dire les choses crûment. Je pense que la Chine est le futur grand adversaire des Occidentaux. Je suis intimement convaincu depuis plusieurs années, puisque j'ai écrit un livre en 2007-2008 qui s'appelle Le Grand Bluff chinois, qui n'a pas été traduit en roumain, dans lequel je montre mon scepticisme par rapport à la Chine, et je montre que la Chine reste un pays communiste. À l'époque, c'était pas évident de l'écrire parce que à l'époque, la Chine, il y avait les Jeux Olympiques, la Chine venait de rentrer à l'Organisation mondiale de la santé. Il y avait une grande illusion occidentale. Ah, ça y est, finalement, le communisme n'existe plus. Les Chinois sont comme nous, ils consomment, etc., etc. J'ai dit attention, c'est pas vrai du tout. Hein, mon livre s'appelait Le Grand Bluff chinois d'ailleurs, et le sous-titre de ce livre, c'était Comment la Chine nous vend à nous sa révolution capitaliste, d'accord? Donc on faisait comme souvent font les Occidentaux, ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, c'est-à-dire qu'on prêtait aux autres ce qu'on le souhaite soi-même. Voilà. Hein? Donc on essayait, la Chine c'était bon. C'est pas vrai du tout. On le voit aujourd'hui avec Xi Jinping. On est revenu à des bons fondamentaux communistes. Hein. Le Parti communiste dirige absolument tout. Les richissimes Alibaba et autres sont aux ordres du parti. Et si le parti claque des doigts, eh ben il n'existe plus du jour au lendemain. Bon, donc ça c'est clair. Hein. Maintenant, c'est pour ça que je suis intimement convaincu que la Chine est le grand adversaire, mais le vrai adversaire des démocraties. Futur, mais quand je dis futur, c'est pas dans 25 ans, hein. Ça peut être assez rapide. Bon, donc aujourd'hui, la Chine regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui est en train de se passer. Et alors, je vais vous dire ce que je pense fondamentalement, c'est-à-dire qu'encore une fois, chapeau bas
pour les Ukrainiens, parce qu'ils ont sauvé la paix du monde. Je vous explique pourquoi. Parce que je suis intimement convaincu, je n'ai aucune preuve évidemment, mais c'est, disons, ma connaissance du système, ce que je sais, comment il fonctionne, etc., qui me fait dire ça. Je suis intimement convaincu que si Poutine avait réussi son opération comme il pensait qu'il allait la réussir, c'est-à-dire vaincre l'Ukraine en 3 jours, installer un régime fantoche à Kiev, je suis quasiment sûr que les Chinois auraient attaqué Taïwan à ce moment-là. Parce que les Occidentaux auraient été incapables de répliquer sur 2 fronts à la fois, parce que c'était militairement impossible, donc les Occidentaux auraient été mis devant le fait accompli. Bon, et je pense que c'est cette résistance ukrainienne qui a empêché ce plan à Pékin. Je ne dis pas que Moscou était au courant du plan, mais en tout cas, je suis intimement convaincu que, d'abord, je suis convaincu que Poutine, lorsqu'il a rencontré Xi Jinping avant les Jeux Olympiques, lui a dit, bon, j'attends que tu finisses tes jeux, je veux pas que ça brouille le succès de tes jeux, mais dès le lendemain, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, j'attaquerai. Donc, il le savait, d'accord? Et à ce moment-là, évidemment, et il lui a dit, tu verras, mon camarade Xi Jinping, en 3 jours, ça va être réglé et ça sera fini et les Occidentaux s'écraseront comme d'habitude. Voilà la conversation qu'ils ont dû avoir l'un et l'autre, d'accord? Et Xi Jinping a dû dire, bon bah écoutez, si ça marche comme il a dit, nous aussi, il n'y a aucune raison qu'on le fasse pas. Bon, manque de peau, ça n'a pas marché, grâce aux Ukrainiens, je dois dire, et bravo les Ukrainiens, ils nous ont sauvés, si je puis dire, mais ce n'est que partie remise, comme on dit. C'est-à-dire que je suis convaincu que la Chine va vouloir mettre la main sur Taïwan, je suis convaincu, je ne dis pas qu'on va faire la guerre pour Taïwan, parce que malheureusement, je crains qu'on ne fera pas la guerre pour Taïwan, mais je suis convaincu que ça va totalement déstabiliser toutes les plaques tectoniques qui existent actuellement, qui sont en équilibre très instable, dont l'Ukraine a été un élément d'instabilité actuellement, et qui va durer très longtemps, avec cette guerre de résistance qui va durer, même s'il y a des accords de paix, même s'il y a des cessez-le-feu, etc. Il y aura des résistances, il y aura du pourrissement, comme je dis, une espèce de gangrène, si je dis. Tout ça, c'est très mauvais pour l'équilibre du monde. Donc, dès qu'il y aura une étincelle qui va se mettre à claquer dans un ça peut embraser. C'est le grand risque. C'est en tout cas le risque que je vois depuis très longtemps arriver, et la propagande chinoise ne se cache pas de vouloir instaurer son ordre. Elle le dit, pourquoi ne pas l'écouter? On a une capacité incroyable, les Occidentaux, à ne pas écouter ce que disent les dictateurs. Hitler avait bien dit qu'il allait liquider les Juifs. Il s'en était pas caché, il l'avait écrit. Je veux dire, les Soviétiques avaient bien dit qu'ils voulaient gouverner qu'ils voulaient mettre le communisme dans le monde entier. On les a pas cru. Ils ont mis en place des institutions, le Comintern, etc. pour faire cette opération-là. On les a pas cru. Les Chinois disent aujourd'hui, nous voulons instaurer un nouvel ordre du monde qui sera notre ordre du monde. Eh ben, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, ils vont le faire. Bon, il faudra bien à un moment donné. Donc ça, l'ordre du monde chinois n'est pas notre ordre du monde. Soyons clairs. Donc, il y aura forcément un clash. Oui, c'est pour ça que les États-Unis disent tout le temps que la Chine est le grand dynamique maintenant. Bien sûr, mais ils ont absolument raison. Alors, ce que je reproche un peu aux Américains, je dois dire, c'est qu'ils ont eu du mal à l'entendre, ils ont eu du mal à le comprendre. Et alors, soyons clairs, je n'ai aucune admiration pour Donald Trump. Je pense que c'est un très mauvais dirigeant, que c'est tout ce que je déteste dans Donald Trump, nationaliste. Bon, bref. Donc, mais je dois reconnaître une chose à Donald Trump, c'est quand même lui qui a mis un coup de pied, ce qu'on dit dans la fourmilière. Et qui à cause, pas pour des raisons idéologiques, il s'en fout, pour des raisons de business en vérité. Bon, parce qu'il se dit, ils sont en train de nous prendre tout et de nous peler, et voilà. Donc il n'en est pas question. Donc il a réveillé les Américains, en tout cas le Congrès, etc., les industriels américains, par rapport à ce qui était en train de se passer. Donc ça, on lui doit une fière chandelle quelque part. Bon, mais ils ont longtemps été très aveugles, parce que malheureusement, la cupidité capitaliste est quelque chose de gigantesque. Business is business, et on s'en fout du peuple, encore une fois. Les hommes d'État se foutent du peuple, mais les hommes d'affaires se foutent aussi du peuple, soyons clairs. Le peuple en général, il est toujours le dernier dont on s'occupe. Bon, donc, combien d'hommes d'affaires, combien de millions, combien de brevets, combien de licences, combien de tout ça ont été donnés à la Chine, ou même achetés, ou même vendus à la Chine, sans qu'on se pose la question. Et aujourd'hui, la Chine est une superpuissance gigantesque. Elle est encore en dessous des États-Unis, soyons clairs, parce que les États-Unis sont quand même la plus grande puissance du monde encore aujourd'hui, mais ils travaillent beaucoup, les Chinois, pour devenir la première puissance. Donc, je regrette beaucoup que ce réveil américain ait été si tardif, mais enfin, il existe, et ça, c'est grâce à Donald Trump. C'est ma dernière question, mais elle porte sur la Roumanie. Dans votre livre qui est traduit maintenant à Humanitas, vous dites que le communisme n'a pas réglé tous ses comptes. Il est mort, mais il n'a pas réglé tous ses comptes.
Quelle est la situation en Roumanie? Comment peut-on voir l'éternel retour de PSD, par exemple? Bon, d'abord, le problème de la Roumanie est très particulier, parce que on en avait déjà parlé dans un précédent interview, je me souviens. Vous êtes le seul pays, grosso modo, où le plan qui était prévu, je dirais, par le KGB. J'ai dit par le KGB, là, je dis bien, je ne dis pas par la Securitat, je parle du KGB, je sais de quoi je parle, à Moscou, était justement de remplacer, dans la perspective gorbatchevienne, de perestroïka, etc., de se débarrasser des vieux sbires en Allemagne, etc., et ici chez Ceausescu, pour instaurer un communisme à visage humain, comme on pourrait dire, et faire des réformes qui auraient attiré les Occidentaux, l'argent, etc. Et comme ça, on sauvait le système. C'était ça, le programme. Ça a loupé partout parce que, alors là, encore, quelquefois, justement, c'est ça qui est formidable, c'est quand on oublie le peuple, il se rappelle quelquefois au bon plaisir des dirigeants. Et les peuples polonais, les peuples tchèques, tchécoslovaques, les peuples hongrois, ont déjoué ce plan. Bon. Sauf ici. Vous avez été, on vous a kidnappé, si je puis dire, votre révolution. Je dis pas qu'il n'y a pas eu le peuple, mais il y a d'autres, il y a des gens qui ont instrumentalisé cette révolution et qui ont réussi à la diriger, si je puis dire, selon leur objectif. Détourner. À détourner, absolument. Ils l'ont capté à leurs intérêts. Bon, ils ont zigouillé Ceausescu, bien, très bonne chose au demeurant, enfin peut-être pas dans les conditions où ça s'est passé, moi ça aurait été mieux que qu'il soit vraiment jugé et pas bon, mais enfin en tout cas bon, et ils ont pris le pouvoir. Bon, dans les autres pays communistes, ex-communistes, pardon, il s'est déjà passé un phénomène qui a pourri le système, mais chez vous, ça a super pourri le système. Je m'explique. Dans les autres pays ex-communistes, on a hésité à faire ce qu'on appelle la lustration. Ça existait, mais elle n'a pas été menée vraiment à fond. Et de fait, beaucoup de communistes ont réussi à se reconvertir en hommes d'affaires, en sociodémocrates d'abord, et la grande responsabilité des sociodémocrates au niveau européen, je parle des vrais sociodémocrates, des socialistes français, des travaillistes anglais, etc., a été d'accepter tous ces gens-là sans leur demander de passeport, sans rien dire, vous êtes, donc on a oublié leur passé communiste et venez chez nous, voilà. Donc ces gens se sont refait une virginité politique, si je puis dire. Bon, donc c'est pas la première chose. Beaucoup de filières économiques qui étaient aux mains du système communiste, des polices politiques, mais aussi des hommes d'affaires qui étaient liés au parti, etc., ont été sauvegardés. Donc, d'où la corruption d'ailleurs qu'il y a dans tous ces pays-là. Bon, donc c'est vrai, c'est encore vrai en Pologne, c'est vrai encore en République tchèque, c'est vrai en République slovaque, c'est vrai en Hongrie encore. Il y a énormément de corruption en Hongrie, on n'en parle jamais, mais enfin, sous le régime de M. Orban, il y a beaucoup de corruption. Bon, par rapport aux critères occidentaux, vous êtes des pays où il y a énormément de corruption, soyons clairs. Mais vous êtes super. Vous avez, compte tenu de ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire où justement la révolution populaire a été capturée, si je puis dire, ou kidnappée par un gang, donc vous avez hérité, et vous subissez encore 30 ans plus tard de cette histoire-là, où rien n'a été réglé, la lustration n'a pas été faite, et là encore une fois, excusez-moi, parce que moi je suis pas, comme je le dis d'ailleurs en introduction, je ne sais pas si vous avez lu le petit papier que j'ai écrit spécialement pour les Roumains sur penser le communisme, sur mon introduction que j'ai écrit pour vous, pour le lectorat roumain. Moi, j'ai la chance de jamais avoir vécu ce système, etc., etc. Donc, j'en suis très heureux. Mais donc, moi, ma charge à moi en tant qu'intellectuel, si je puis dire, occidental, c'est de comprendre notre responsabilité, si je puis dire, notre responsabilité de notre aveuglement, etc. Donc, la grande erreur encore des Occidentaux, parce que décidément nous les accumulons, et vis-à-vis du communisme, nous avons cessé d'accumuler des erreurs au fil des décennies, et c'est encore vrai dans l'après-communisme. Notre grande erreur, c'est que nous n'avons pas insisté sur la lustration, justement, et si on se souvient même, parce que moi je m'en souviens très très bien, dans les années 90, ce qu'on disait, c'est une chasse aux sorcières.
on parlait de chasse aux sorcières. Ouais, On disait Adam Michnik. Adam Michnik est un exemple de ça. Ouais. Pourtant, j'ai l'admiration pour Adam Michnik parce qu'il a joué son rôle incontestablement dans la prise de conscience des Polonais. Mais Adam Michnik, effectivement, a parlé de chasse aux sorcières et je trouve que c'est une erreur historique. Je dis bien historique qui a été faite parce qu'il fallait absolument, à ce moment-là, profiter de ce moment précis où le communisme avait chuté pour se débarrasser de toute cette technocratie, toute cette administration, etc. Et à ce moment-là, on pouvait éventuellement repartir, pas forcément de zéro, parce qu'on n'en parle jamais de zéro, mais on pouvait au moins espérer sortir véritablement du communisme. Alors, on est sorti du communisme. La Pologne d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ça, on en entend bien. Mais il y a quand même des mécanismes de pourrissement. L'appareil qui est là, et des gens qui en profitent, et cette corruption dont on a parlé, qui est quand même un frein considérable aux affaires et au chiffre, non seulement au chiffre, mais au niveau de vie, pardon, c'est ça que je voulais dire, qui est quand même un frein considérable au niveau de vie de la population. On dit que la guillotine est possible seule dans le moment de révolution. Je suis pas pour la guillotine, je ne cache pas. C'est une métaphore. Mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il fallait profiter de ce moment-là, en tout cas des 2 ans qui ont suivi cette chute du communisme, mais ça n'a pas été fait. Et justement, je me souviens mais il n'y a pas que dans le Michnik, en Occident aussi, il y avait des gens qui disaient comment cette chasse aux sorcières, et on comparait McCarthy, enfin bon, une incompréhension mais absolument totale du système. Mais c'était une toute autre chose aux États-Unis. Oui. Bon, merci beaucoup. J'en prie.